On essaie de comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres de cette étude publiée sur le HCP, sur l'indice de confiance des ménages. On a encore des indicateurs que vous devez nous expliquer, professeur Kalem. Après, on verra tous les différents types d'épargne pour les gens qui nous regardent, si vous arrivez à épargner ou pas. Vous arrivez à épargner, vous? Je vous pose la question. Pas beaucoup. Un petit peu. Non, je suis parmi les... Et ben voilà. Il est dans le déni, lui. Il est dans le quota du déni. Quand même une question qui était intéressante juste avant qu'on passe à la pause. Ce chiffre en baisse ne serait-il pas une traduction du nouveau Maroc libéral? Est-ce qu'on a un nouveau Maroc libéral? Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Donc on va essayer de comprendre ce que... ce que le téléspectateur veut dire. Je crois que c'est vrai que lorsqu'on consomme assez, on vit bien. Mais d'autre côté, on ne peut pas aider au développement d'autres pays, à la prospérité, au bien-être, in fine, si on n'a pas cette culture d'épargne. Si on prend par exemple les pays sud-est asiatiques, la Malaisie, le Japon, l'Extrême-Orient, tous, ils sont développés par la mobilisation d'une épargne, un taux d'épargne excessif qui a été converti en un investissement de qualité. Ça, c'est un. Deuxième, c'est l'investissement en éducation. Et l'éducation en sens large. Et troisième, c'est le rôle de l'État dans tout ça. Le rôle de l'État, un autre rôle, c'est le développement d'une politique industrielle dirigée. On ne peut pas produire sans épargne, parce que l'épargne se transforme en investissement. L'investissement, il s'accumule, il donne du capital. Le capital, c'est lui qui donne la production. Si on n'a pas d'épargne, on ne peut pas avoir du capital, on ne peut pas produire. Alors, donc pour rattraper, il faut revenir sur l'autre. Je vais faire appel à votre talent de vulgarisation, parce que vous dites l'épargne, investissement. Pour les gens qui nous regardent, le fait d'épargner, de quelle manière ça se traduit en investissement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met de l'argent qui est mis de côté, mais cet argent, il n'est pas mis de côté, il n'est pas en train de dormir. Lorsqu'on épargne l'argent, l'argent que je vais mettre dans mon compte épargne, il n'est pas en train de dormir. Dans le circuit, la banque, il va l'utiliser dans les investissements. Donc l'épargne des ménages va être transformée en des projets d'investissement. L'épargne des entreprises aussi sont des acquisitions, des actifs physiques et des investissements. L'État aussi, il fait des projets. Alors vous n'êtes pas d'accord avec... J'ai une autre réaction sur Facebook de Ayman qui nous dit l'épargne est souvent nuisible à l'économie. Il faut inciter les gens à consommer. Ah, je vous regarde. Ayman a tout à fait raison. J'allais rebondir sur cette idée. Parce qu'en fait, on va avoir une espèce de dilemme balancier entre booster le pouvoir d'achat des foyers et la capacité d'épargne. Alors c'est clair que l'épargne va servir, qu'il soit placé dans les banques ou auprès d'assurances ou certains, il va servir directement à des mécanismes d'injection dans l'économie et il va booster et l'industrie et un certain nombre de secteurs. Il est très favorable. Mais de l'autre côté, le fait de lester la capacité de pouvoir d'achat des foyers en leur imposant ou lorsqu'ils s'imposent une certaine politique d'épargne assez rigoureuse, c'est ça le dilemme. C'est est-ce qu'on consomme ou on épargne, sachant que à court terme, la capacité de consommer, le pouvoir d'achat des foyers est aussi quelque chose de très louable. Et elle est capable de rapidement booster et être un levier économique intéressant. En tous les cas, je parle sous le contrôle du professeur d'économie, en tous les cas en termes d'indicateurs palpables à court terme. Effectivement, à court terme, oui, en récession, la consommation booste la croissance. Mais d'après les études, la consommation excessive ne peut augmenter. Si on a un taux de croissance de 5% par exemple, on a, suite à la consommation, juste 2,4 en point du PIB. Donc le reste de croissance devait venir d'où? Donc, et la consommation, c'était l'une des raisons, excessive je dis, l'une des raisons de nos problèmes depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la consommation excessive, on vit au détriment, on ne produit pas assez, on vit au détriment d'autrui, donc on importe. Lorsqu'on importe, on a une balance commerciale déficitaire. Les réserves de change se réduisent et sont arrivées à 3 mois. La masse monétaire qui est créée en fonction des réserves de change se réduit. Les liquidités bancaires ne sont plus. Donc on doit aller vers le marché international où on doit demander à la Banque centrale de donner aux banques des liquidités. C'est ce qu'il fait. Le taux de la réserve obligatoire, c'était 16% et on a réduit jusqu'à 2%. Pourquoi? Pour ne pas éponger les liquidités sur ce marché bancaire. Donc tout ça, il est venu de quoi? Il est venu d'une consommation excessive. Je ne dis pas que la consommation c'est mauvais, mais on doit assurer une complémentarité
complémentarité entre une consommation qui va booster la croissance en période de récession, comme c'est le cas les 2 dernières années, et une épargne. Là, l'épargne, vraiment, on doit être unanime sur la question. Aujourd'hui, on est dans une consommation excessive. Est-ce qu'on allait? Non, on est aujourd'hui dans une consommation excessive. Exactement. Au niveau des ménages marocains. Il y a un chiffre qui est par rapport au surendettement, parce que qui parle consommation parle aussi crédit. Hein, vous en avez parlé. On a un chiffre de 28% de surendettement. Bon, lorsqu'on parle de crédit, j'en parle souvent à la radio. J'ai l'habitude de dire une phrase qui est finalement le crédit, c'est acheter des choses dont on n'a pas nécessairement besoin en empruntant de l'argent pour plaire à des gens qui ne nous plaisent pas tellement. En gros, c'est la manière avec laquelle on peut définir l'économie de marché. Mais aujourd'hui, 28% de surendettement. Comment on le calcule, ça aussi? On doit passer derrière les indicateurs. Le surendettement, c'est déjà par rapport à des gens qui ont accès au crédit et qui sont bancarisés. Et le surendettement, c'est un ratio, par contre, parce que vous allez avoir la capacité d'endettement qui va être un pourcentage du revenu des foyers, et certaines personnes vont aller à 100, 150, 200%, vont se retrouver souvent dans du contentieux, vont se retrouver blacklistés, puisqu'il y a, comme vous savez, une liste commune entre les bailleurs de fonds où ils mettent sur une base de données les gens qui ont été incapables d'honorer leur crédit. Et c'est ça, donc c'est un calcul. Alors, comment éviter que les gens qui ont aujourd'hui la facilité d'acheter, parce qu'on va le voir, on va trouver des organismes de crédit à l'intérieur même de grandes surfaces et qui vous donnent avec une certaine facilité la possibilité d'acquérir des biens ménagers ou des biens de confort au quotidien, desquels on n'a peut-être pas tous les jours besoin, mais aujourd'hui c'est aussi le pushing de la société de consommation, de force de suggestion et du marketing derrière, qui fait que les gens ont un peu tendance à consommer, effectivement, et des fois avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Mais alors, justement, si on compare le 28%, c'est pour ça que je vais vous faire parler du chiffre, 28%, est-ce qu'il reflète la réalité? Je compare à d'autres pays, hein. Par exemple, nous, on est à 28%, c'est le chiffre qu'on a. L'Afrique du Sud est à 46%, la France à 60%, pardon, l'Espagne à 80%, et les États-Unis au-delà de 120%. Au-delà de 120%. Mais alors, 28%, est-ce que ça reflète la réalité? Je posais la question, est-ce que dans ce chiffre-là, on ne met pas les gens qui ont, on va dire, l'endettement qui n'est pas institutionnalisé. En gros, pas auprès d'un établissement de crédit, pas auprès d'une banque, mais on peut être endetté si on emprunte à son voisin, à sa famille, etc. Alors dans l'endettement, par exemple, si je prends le chiffre qui a été publié par la Banque Al Maghreb dans son rapport de 2014, on a 282 milliards de dirhams d'endettement des ménages. Sur le rapport de PIB de 2014, soit 863 milliards de dirhams, on trouvera un peu plus que ça. Mais comme vous avez dit exactement, on a un taux d'endettement faible par rapport à ces pays-là. Mais de l'autre côté, on a un taux d'endettement élevé par rapport à la Turquie, par rapport à la Jordanie et des pays. Donc, globalement, on peut estimer que le taux d'endettement des ménages et les moyens par rapport à des pays développés, il est au milieu. On est au milieu. Bon. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que vous regardez les chiffres là, vous regardez rien, hein, vous avez tout dans la tête. Moi, je suis obligé de regarder mes fiches hein, pour sortir tous les chiffres. Bravo. Alors, par rapport aux différents types d'épargne, alors c'est vrai que ça, on va y arriver, mais aujourd'hui, quels sont les différents moyens d'épargner qui sont culturels? Alors, là, on va aller vers l'assurance épargne retraite, les contrats d'assurance vie, c'est assez nouveau. Ça, au niveau du Maroc, c'est-à-dire même, on revient à la culture encore une fois, c'est pas si vieux que ça. Je veux dire, la démocratisation de l'assurance vie, de l'assurance épargne retraite, qui a encore de beaux jours devant elle. Oui, alors les produits privés, on va dire, entre guillemets, qui ont vu le jour commercialisés par les compagnies d'assurance, ont eu un très bon succès parce que ce sont des produits qui ont permis d'abord, avant la loi 2015, et j'expliquerai ce qui a changé fiscalement, qui avait permis de pouvoir épargner pratiquement la totalité de son salaire et aussi même de certains revenus exceptionnels. Donc ces produits-là, qui d'abord étaient limités par le fait de devoir rester
en situation d'épargne et de capitalisation 8 ans, et aussi un minimum d'âge de 50 ans avant de pouvoir liquider, permettait donc d'épargner, de cotiser 100% de son salaire et l'entièreté, comme je viens de dire, de son salaire. Alors ça permettait des avantages à l'entrée quand vous démarriez la cotisation, c'était la déductibilité de la prime. Voilà, sur l'IR, voilà, et puis aussi des abattements à la sortie. Donc à la sortie, on avait des abattements quand on récupérait le capital, qui pouvait aller jusqu'à 55%, et à 40%, 55% quand on prenait la rente viagère, et 40% quand on récupérait le capital, au terme des 8 ans, bien sûr. Et ce qui a changé, au fait, avec dans la loi de finances qui a pris cours cette année, il y a des choses qui ont changé. Voilà. Alors, bon, on va les expliquer rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, fiscalement, il y avait une petite niche qui était exploitée par un certain nombre de gens pour déduire quasiment, qui ne payaient pas d'IR parce qu'ils mettaient tout leur salaire, mais ça concernait une petite frange, vraiment un tout petit microcosme. Ça a changé les choses en termes de mobilisation de l'épargne sur ces contrats-là cette année. Quand il y a eu ce changement de loi en 2015, beaucoup de compagnies d'assurance, beaucoup de banques étaient un peu inquiètes par rapport au fait que l'élément incitateur numéro 1, qui était la déductibilité de l'IR, ne soit plus là, ou ne soit plus comme il l'a été, soit un frein. Ça n'a pas tellement été le cas parce que ce qui a été proposé est encore raisonnable. Ce qui a été proposé après 2015 dans cette loi, c'est le fait de plafonner à 50% la capacité d'épargner, 50% de son salaire. 50% de ses revenus. De ses revenus. Non, 50% de son salaire et 10% de ses revenus voilà, si on n'est pas salarié. 50% de son salaire et 10% maximum des revenus exceptionnels. Il faut savoir qu'il y avait des gens qui avaient des primes annuelles, qui avaient des revenus exceptionnels, et avant 2015, tout était déductible. Alors, ça n'a pas tellement changé parce que ça a permis quand même de garder cette attractivité pour ces produits-là. Et donc, aujourd'hui, depuis 2015... Pas d'impact négatif. Pas d'impact négatif à ce que je sache. Alors, j'aimerais rajouter une chose, c'est que on est dans un problème d'économie carrément. Ce n'est pas uniquement des mesures. Là, je vois qu'on n'a pas une politique d'épargne alors qu'on en a besoin peut-être aujourd'hui que jamais. C'est quoi avoir une politique d'épargne? C'est quoi? C'est que la fiscalité encourage? Il n'y a que la fiscalité? Tous les éléments, c'est d'avoir des éléments d'une politique qui est cohérente et qui touche à tous les aspects. Par exemple, le fait qu'on a encore des gens qui thésaurisent leur argent et les laissent chez eux est un problème. Donc il faudrait ramener ces gens. Dans la culture du cash, il y a des gens qui gardent il y a des mesures qui ont été prises et qui étaient catastrophiques. Par exemple, l'ATD, la vie à tiers détenteur, le fait de prélever l'impôt directement auprès d'une banque d'un compte d'un contribuable, ceci a incité, a poussé les gens à retirer leur argent parce qu'ils se sentent... En cas de souci avec le fisc. Exactement. Mais ça a été la vie à tiers détenteur a été supprimée. Heureusement. Alors ça, lorsque je parle de politique d'épargne, pourquoi? Supprimé, moins utilisé, mais c'est pas supprimé encore, il existe toujours. Alors donc, j'aimerais dire qu'il faut aussi, pourquoi je parle de politique d'épargne? Parce qu'on est dans deux situations. Situation où on a un chômage de 10,1% aujourd'hui, et on a une transition démographique dans laquelle on aura dans le futur beaucoup de vieux. Et les vieux, ils vont consommer sur le patrimoine qu'ils ont accumulé. Donc, on aura de la consommation. Il y aurait moins d'épargne. Donc, il faudrait agir sur l'épargne, sur tous ces niveaux. C'est pour cette raison que j'ai évoqué la politique au lieu des mesures comme ça isolées, inscrites dans des lois de finances. D'ailleurs, si je regarde la loi de finances 2011, les 3 produits qui ont été créés, je n'ai pas une réponse sur l'efficacité de ces instruments-là d'épargne, comme le compte d'épargne logement, le compte d'épargne éducation et le compte d'épargne action. Ils sont plafonnés à 300 000, à 400 000 et puis à 600 000 avec une période de versement régulier. Mais nous avons besoin d'une évaluation de ces produits-là. Où on est? Est-ce qu'on a réussi sur ça ou pas? Donc sinon, il faut chercher. C'est pour cette raison que j'ai parlé de politique d'épargne. C'est tout un bloc de mesures qui s'interagissent pour ramener les gens
à déposer. Et peut-être là, un des moyens, c'est d'augmenter le taux de bancarisation de l'économie qui est encore faible. On est à peu près à un peu plus de 40% de taux de bancarisation. Voilà. Alors j'ai une question et ça me permettra d'enclencher sur une question que je voulais vous poser sur Facebook de Mohsin qui nous dit pour la problématique de l'épargne, je pense que la non-existence de l'équité fiscale, il parle d'inéquité fiscale, Mohsin entraîne un niveau très faible du pouvoir d'achat, ce qui engendre que les gens ne se dirigent pas vers l'épargne. Alors, est-ce que, là, ça nous permet de parler de la fiscalité, vous voyez la fiscalité incitative pour les produits d'assurance épargne retraite, mais vous, en tant que professeur, voilà, on voit la boucle. Parler de politique de l'épargne, est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'impôt que de l'épargne? C'est-à-dire, quelle est la balance? C'est-à-dire, si on enlève la consommation, ben, à un moment, ça va ramener peut-être en épargne, mais ça ramène moins en termes de taxes, de TVA et de taxes de consommation. Effectivement, les choses doivent être vues dans le contexte global. S'il y a des impôts, c'est qu'on favorise une épargne budgétaire, là. Oui. Et donc, alors... Sur une frange de la population qui paie des impôts. Alors, voilà, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a une interruption d'épargne de l'État budgétaire, elle est négative depuis 2010, 2011, 2012, suite au printemps arabe. Et il a fallu, au niveau du Maroc, d'amortir le choc, c'est-à-dire de recruter et de subventionner les produits de base. Ceci a ramené à une épargne négative, budgétaire négative, c'est-à-dire que les recettes ordinaires qu'on a n'arrivent même pas à financer les dépenses de consommation. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit que la politique d'épargne, effectivement, c'est quoi? C'est d'avoir les ménages, l'épargne des ménages, de l'État et des entreprises et du reste du monde, c'est-à-dire le solde de la balance courante. Donc, l'essentiel, ce n'est pas est-ce que l'épargne va venir des ménages, mais il faut avoir une épargne assez suffisante pour qu'il puisse être transformé en investissement créateur de richesse et d'emplois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on va dire que cette émission, elle se bâtit sur une réflexion de chiffres qui ont été rédigés par le Haut Commissariat au Plan, quelle est la moralité derrière? C'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. On essaie de faire parler les chiffres du HCP. Les chiffres, puisque nous sommes censés, grâce à ces études, nous projeter dans le futur et se dire comment, avec si peu d'épargne, nous allons pouvoir affronter des situations dont a parlé le professeur Karim tout à l'heure, d'avoir une pyramide de vieillesse démographique qui va s'aplatir, avoir des gens qui vont vivre plus longtemps et vivre sur des économies qui sont censées avoir été créées et que ce n'est pas forcément le cas, qui vont être limitées en pouvoir d'achat et en train de consommer une épargne qui est censée être là. Et tout cela, ce chiffre-là, comment est-ce qu'on va se projeter? Quelles sont donc les solutions ou les réflexions ou la stratégie à mener pour pouvoir parer à des défaillances? Parce que là, si tous les indicateurs de pessimisme qui ont été cités sont là, je ris mais nerveusement, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Parce que là, c'est pas effectivement très optimiste. Alors, au niveau je disais tout à l'heure, les contrats d'assurance épargne retraite ou d'assurance vie qui sont privés, il y a une grosse marge de progression encore aujourd'hui sur le marché? Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, le taux d'assuranceabilité, que ce soit pour ces produits ou dans l'absolu, est encore relativement bas au Maroc. Il y a de la marge pour développer et ces produits, beaucoup de gens restent encore sur les épargnes retraites, sur les régimes classiques. On n'a pas beaucoup de gens, je n'ai pas le chiffre en tête par rapport aux personnes qui s'adressent au secteur privé, mais il y a de la marge pour pouvoir un peu se développer ce genre de produits. Et c'est vraiment des produits nécessaires aujourd'hui parce qu'ils vont apporter la liquidité nécessaire pour que l'on puisse, comme j'ai dit tout à l'heure, booster un certain nombre de secteurs dans l'économie nationale. Alors, il y a aussi, on revient encore à la culture de l'épargne,
investir dans la pierre. C'est-à-dire qu'en gros, l'immobilier, acheter un appartement, acheter une maison, acheter un terrain était une manière, ou est encore une manière, enfin, c'est la question que je vais vous poser, finalement, d'épargner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore vrai, après l'explosion de la bulle immobilière qu'on a vue au Maroc au début des années 2000, est-ce qu'aujourd'hui, l'immobilier, la pierre, est toujours une valeur sûre en termes d'épargne? Effectivement, d'après les chiffres qui sont donnés, les ménages marocains, ils ont tendance à préférer d'investir dans l'immobilier, l'achat des biens durables. Et comme en témoigne, la part de l'endettement, elle est constituée à 64% de l'achat des logements. Là, effectivement, c'est lié à la culture de ne pas pouvoir épargner. On constitue une sorte d'épargne forcée à travers la transformation des liquidités ou de revenus vers le logement. Donc effectivement, ça constitue une source de confiance pour les ménages. Mais est-ce que c'est toujours aussi rentable aujourd'hui? C'est-à-dire quand on voit les chiffres, si on, voilà, d'un point de vue économique, si on compare les taux de rendement, que ça soit des comptes sur carnet, on va parler des différentes aussi types de placements qu'il peut y avoir, que ce soit les dépôts à terme ou les autres types ou les contrats d'assurance épargne retraite qui sont rémunérés. L'immobilier n'explose pas comme avant. La spéculation n'est plus possible comme c'était avant. En termes de placement, effectivement, c'est peut-être moins juteux. Mais il y a ce côté toujours épargne, sécurité, cette dimension de la sécurité de l'épargne. Ça ne disparaît pas. Que ça ne disparaisse pas, que je me constitue quelque chose qui est à moi déjà et où l'acquisition du premier foyer est une bonne conversion. C'est une bonne conversion de sécurité d'épargne. Maintenant, elle est biaisée parce que si le matelas d'épargne n'est constitué que de foncier, en cas de coup dur collectif ou en cas de situation, on va dire, généralisée, on va avoir trop d'offres de foncier et ça va pas, je parle encore sous votre contrôle, professeur, ça va un peu lester et bloquer l'étendue de cette épargne. Donc, en termes de sécurité, la dimension de sécurité, puisque souvent on a ramené dans cette émission à comment le produit est perçu, à la psychologie du citoyen par rapport à cette épargne et à la notion d'épargne, la notion de sécurité est quelque chose qui ressort très fort. Le fait d'épargner est lié à l'aléa, est lié. Alors, justement, ce sentiment de sécurité, il est plus fort que l'arithmétique? Parce que si vous nous avez parlé d'épargne forcée, donc en gros, il y a des gens qui s'endettent pour épargner. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'endettent pour mettre de l'argent de côté, mais en s'endettant, ils vont payer des intérêts et qui ne correspondent absolument pas à ce qu'ils vont gagner en placement. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un transfert de valeurs comme l'immobilier vers l'épargne classique? Je crois que la rationalité économique, parce que de toutes les façons, un mélange, il est rationnel. Il est rationnel dans le sens où... Mais il est rationnel jusqu'à un certain point. Parce que si à un certain point, il y a une certaine rationalité. Il arbitre entre les choix. Alors il se dit au début, puisqu'il est incapable d'épargner, puisqu'il a les tentations de dépenser, les recettes causent les dépenses, l'argent lorsqu'il est là, il donne de la pitié à des dépenses automatiquement. Donc il a besoin d'assurer au moins, dans une première étape, par exemple, un logement pour ses enfants, parce qu'il sait très bien que, de toutes les façons, pour l'alimentation et pour la nourriture et pour les loisirs, il peut faire avec. Mais pour le logement qui est trop cher, il doit avoir une maison pour lui et pour ses enfants, peut-être dans le futur. Là. Alors, je crois que la décision de transformer le revenu ou l'épargne vers autre utilisation viendra après avoir assuré un minimum d'investissement en logement. Et après, peut-être la décision va changer parce que ce sont des comportements. Et puis l'acquisition du foyer est encore une fois par le biais de mécanismes d'assurance sécurisé puisque c'est pratiquement tout le temps accompagné d'une assurance décès-invalidité. Donc le chef de famille se dit de toute façon je travaille, je m'engage sur des loyers sur 250 mensualités, voire plus des fois, et s'il m'arrive un souci quelconque, mes ayants droit, ma famille, mes enfants sont sécurisés puisque le bien leur sera acquis. Et cela lui permet de convertir cette forme d'épargne
en ayant ce matelas de sécurité qui lui permet donc d'avancer serein, contrairement à ce que pourrait être un produit quelconque ou du placement ou autre. C'est peut-être une première étape et on va avoir le phénomène d'aller au-delà de ça dès que ça c'est acquis, dès que le premier foyer est acquis, sous forme d'épargne, on va pouvoir voir des comportements de gens, quand ils ont bien sûr les moyens, de pouvoir aller sur d'autres formes d'épargne diversifiées et de pouvoir aller un peu plus vers le côté aventureux de la chose. Alors, j'ai un tweet de Reda qui nous dit, en tant que jeune actif, ça pose la question de l'âge à partir duquel on peut commencer à épargner et la sensibilité qu'on a par rapport à l'épargne. En tant que jeune actif, Reda nous dit, comment peut-on épargner alors que mon salaire s'épuise toujours à la moitié du mois? Alors là, on est en train de parler, encore une fois, de pouvoir d'achat, mais aussi de la manière avec laquelle, à quel âge on commence à prendre conscience qu'il faut épargner. À 23 ans, 24 ans, on n'a pas la même notion de l'épargne qu'à 40 ans. Exactement. La question commence à se poser avec l'âge. Le moment où le jeune veut construire un foyer, il veut se marier, là il a besoin d'avoir un logement. Effectivement, je crois que je propose un des éléments qui sont sujets à réflexion de la part de la part du gouvernement, qui peut peut-être penser à ne pas faire subir un jeune de la charge de loyer. Donc on peut par exemple produire des logements pour les jeunes, on peut leur gérer ces loyers, c'est-à-dire on peut les louer et leur gérer ces loyers jusqu'à une date où il atteindra 35 ans, peut-être là, il peut récupérer et ne pas payer des tranches sur les logements. Aujourd'hui, cette baisse de l'épargne, comme on a vu, enfin ce chiffre en tout cas, tel que communiqué par le HCP à travers ce sondage, quel impact ça peut avoir sur notre modèle économique, tout simplement? Là, je vous pose la question d'un point de vue macroéconomique. Vous avez expliqué un peu tout à l'heure, brièvement, de quelle manière l'épargne jouait dans l'économie, à savoir la capacité d'investissement. Aujourd'hui, ce chiffre-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'un gouvernement peut en faire? Alors, si c'est un chiffre de l'indice de confiance des ménages, il est utile pour l'usage des prévisions de consommation, comme on fait en France. Chez nous, j'espère qu'il ne soit pas politisé et qu'il sert à des prévisions de consommation. Malheureusement, lorsque les enquêtes sont faites, sauf les ménages qui restituent, on fait la même chose pour les entreprises, mais les entreprises ne répondent pas. Et donc, la restitution se fait avec retard et il perd un usage. Il perd un usage économique, purement économique. C'est ça l'usage, le seul qui est fait en France. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine tendance à politiser. J'espère que ce ne serait pas le cas et qu'il soit utilisé pour des usages plus scientifiques de prévision de consommation dans le futur, etc. Alors, le deuxième, concernant l'épargne, effectivement, ça nous interpelle. Les ménages ont la perception comme quoi ils sont incapables d'épargner. Ça nous interpelle parce que c'est toute l'économie, comme j'ai dit, qui est en question. Il faudrait favoriser une épargne de différentes façons. Ça, c'est incontournable parce qu'autrement, on ne pourra pas créer les emplois. On ne pourra pas créer les emplois. La consommation ne crée pas les emplois. C'est l'épargne qui crée les emplois. Et lorsque je dis moins d'emplois, je dis chômeur. Et un chômeur, c'est qui au Maroc? C'est une famille. Un chômeur, c'est un humain. Un chômeur, c'est un humain en chair et en os. C'est pas une simple statistique. C'est pas un dénombrement de cadavres. Donc il faut penser de cette façon. Il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut investir. Pour investir, il faut de l'épargne. Alors, comment on transmet? On est aux dernières minutes de l'émission, mais les Français sont les champions de l'épargne, parce qu'il y a cette espèce de culture aussi, avec une sensibilisation qui est faite très tôt, notamment aussi au niveau des contrats d'assurance épargne-retraite, qui est vraiment dans la culture. C'est quoi les leviers? J'imagine que toutes les compagnies d'assurance commencent à investir ont déjà investi ce segment-là. Il y a matière à, je sais pas, sensibiliser la manière avec laquelle on gère un budget, parce que ça pose aussi cette question. Est-ce que le Marocain sait gérer son budget? C'est une tendance que je vous demande. On l'a pas là, mais. Ouais. Alors, quand on va voir de près certaines situations où
le foyer va être en surconsommation sur des fois du superflu et des fois des restrictions de budget sur des choses essentielles comme peuvent être l'éducation ou comme peuvent être des choses salvatrices au foyer et qui sont des éléments importants par rapport au futur d'un foyer en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de qualité de vie. On se pose des fois des questions. Maintenant, c'est certainement culturel. Professeur Karim avait raison de dire tout à l'heure qu'on aurait peut-être enrichi ce plateau en ayant un sociologue ou quelqu'un qui va s'intéresser. Vous disiez on manque d'études en la matière. On manque cruellement d'études dans la matière. C'est extrêmement comportemental. C'est certainement comportemental et c'est lié peut-être à notre société. Donc il faudrait, si on devait s'adresser aux jeunes aujourd'hui qui démarrent leur vie, de leur dire que c'est fondamental et très important d'essayer de rationaliser, de réfléchir à où vous mettez l'argent et que le fait d'acquérir un bien immobilier en début de carrière ou une forme quelconque d'épargne peut être quelque chose d'important en termes de restriction de ce budget parce qu'en début de carrière, peut-être que le jeune homme qui s'est adressé à nous tout à l'heure ne rationalise pas. J'espère que je me trompe. Il y a une mentalité anglo-saxonne qui dit il faut enlever son épargne et après on a son budget. Et après vous vivez avec le reste. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour essayer de comprendre ces chiffres du HCP. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion à 22h40. Si vous nous avez pris en route, à demain.